reconnaissance bien méritée. Monsieur François de Canson, maire de la Londe, président de notre intercommunalité, vice-président de la région, nous voyons beaucoup en ce moment. Mesdames et messieurs les élus des communes de Bormes et de l'intercommunalité, Major Sébastien Marino, commandant notre gendarmerie, capitaine Patrice Schneider, notre caserne pompier, adjudant Pascal Borin, commandant la brigade nautique, il a dû tomber en panne de bateau. Mesdames et messieurs, membres des CCFF, de la SNSM, messieurs les représentants de la SNSM, monsieur le ENAF, très honoré de votre présence. Mesdames et messieurs les membres de Mémoire Bormes 44 autour de Didier Olivier, mesdames et messieurs les présidents et représentants d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les anciens combattants, très chers Borméens, chers vacanciers. Aujourd'hui, 14 juillet, plus encore que pour d'autres célébrations, c'est la République française qui est mise à l'honneur. Si l'année civile comprend de nombreux jours fériés, le 14 juillet est notre fête nationale. La République qui est commémorée aujourd'hui n'est pas celle qui a gagné le 8 mai 1945 ou le 11 novembre 1918. Ce n'est pas celle non plus que le 1er mai, célèbre la fête du travail. Ni celle, bien sûr, de l'Ascension ou d'autres fêtes religieuses qui rappellent, n'en déplaise à certains, nos origines chrétiennes. Non, la France du 14 juillet, c'est celle qui honore la grandeur de la République et la place qu'elle a acquise sur le terrain des valeurs. C'est la France qui est fière de ce qu'elle a donné au monde et qui réaffirme qu'elle est la patrie des droits de l'homme. Ah, c'est le pollen, ça. Il y a trop de fleurs à Bormes, il y a trop de fleurs. Trop de fleurs à Bormes, les mimosas, monsieur Canson. Les événements du 14 juillet et plus généralement de la Révolution française ont profondément bouleversé non seulement la France, mais aussi les structures politiques, sociales et idéologiques de nombreux pays. Ils ont marqué la fin de la monarchie absolue, affirmé les droits de l'homme et du citoyen et ouvert la voie aux démocraties modernes. Le roi, qui n'a pas su faire preuve de fermeté, a tergiversé et s'est laissé déborder, notamment en demandant à ses troupes de se retirer de Paris, livrant ainsi la capitale à la foule des Parisiens en furie. Louis XVI, pour sauver la monarchie, aurait dû reprendre la main, se remettre en position de force, et là, il aurait eu une chance de pouvoir dialoguer, de faire évoluer la royauté et de garder sa tête. À cause de sa faiblesse, les événements se sont dès lors enchaînés inexorablement et ont conduit à sa perte. Cet épisode, c'est notre pays qui l'a vécu. Comme dans de nombreux cas, cet embrasement ne repose sur rien et ne tient que par la volonté de quelques centaines ou milliers de personnes. Aujourd'hui, dans de nombreuses démocraties dont la France, plusieurs signes laissent penser que nous vivons un moment charnière. Peut-être pas une révolution au sens classique, mais une transformation profonde aux effets mondiaux. Placés face à des évolutions radicales, face à un véritable changement de paradigme, nous avons aujourd'hui le sentiment que nos sociétés sont hésitantes, ne savent pas quelle position réelle adopter, se noient dans des débats sans fin. De nombreux pays dont le nôtre ont longtemps été gérés par une voie médiane, centrale pour ne pas dire centriste, qui se veut consensuelle. Cela fonctionne dès lors qu'une société est en équilibre. Lorsque ce n'est plus le cas, comme actuellement, cette recherche de consensus passe alors pour de la faiblesse et perd celle de sa force. Les opinions se radicalisent et des blocs radicaux s'affrontent. Pour l'instant, cet affrontement reste démocratique, même si certains signes montrent que l'on s'en éloigne. Mais jusqu'à quand? Sommes-nous donc à l'aube d'une nouvelle transformation? Probablement oui. Mais elle ne prendra pas forcément la forme d'une révolution classique avec prise de la Bastille. Elle est déjà tombée. C'est une mutation globale, lente et chaotique, faite de ruptures technologiques, écologiques et culturelles. Elle n'a pas encore de figure unique, ni de date fondatrice, mais elle est bien en cours. Il est donc important, en ce jour de fête nationale, en ce jour où l'on fête la Révolution française et les transformations qu'elle a amenées, de faire un point de comparaison entre les dynamiques qui ont provoqué 1789 et celles actuellement en action. 1789,
faisait face à une crise économique et sociale, avec la famine, la dette de l'État, les inégalités criantes entre les ordres. La période actuelle traverse une crise économique structurelle, avec là encore la dette de l'État, l'inflation, la précarité croissante, un sentiment de creusement des inégalités et un sentiment pour la classe moyenne d'être les dindons de la farce. 1789 a aussi marqué une défiance envers l'autorité monarchique et l'Église. Actuellement, notre défiance s'oriente vers les institutions démocratiques, les médias, la justice, l'administration et les élites technocrates, mais aussi les grandes entreprises multinationales. Le secteur de la santé et la gestion parfois chaotique de la Covid n'a pas échappé à cette défiance. 1789 a vu la montée des idées des Lumières, avec en figure de proue la liberté, l'égalité et le principe de souveraineté populaire. Nous vivons aujourd'hui l'apparition de nouvelles valeurs émergentes comme la justice climatique, les droits des minorités, le besoin de démocratie participative, l'apparition chez certains des valeurs de décroissance. 1789 a vécu une certaine révolution de l'information avec la diffusion des idées via des pamphlets, des journaux, des réunions de salon. Nous connaissons, quant à nous, la révolution numérique des réseaux sociaux et des dérives, notamment au travers de vidéos virales, de forums alternatifs, mais aussi de désinformation et de radicalisation. 1789 a vu l'apparition d'une bourgeoisie active politiquement. Ces dernières années ont connu l'émergence de citoyens activistes, de mouvements horizontaux hors des classiques formations politiques ou syndicales, qui disparaissent aussi rapidement qu'ils apparaissent, pour prendre une forme différente, souvent peu structurée et parfois violente, mais toujours anti-système. Entre 1789 a connu des conflits très violents et des bains de sang amenant à une refondation politique avec l'abolition de la monarchie et la naissance de notre République. Aujourd'hui, les conflits sont pour l'instant latents ou sporadiques et prennent physiquement la forme d'émeutes, de dégradation de locaux, de véhicules, d'équipements publics. On retrouve aussi une nouveauté, les cyberconflits qui tentent par exemple de déstabiliser l'économie, d'influencer les élections de plusieurs pays. Cela crée des crises politiques répétées qui peuvent amener à une très probable refondation démocratique ou alors, ce qui serait bien plus grave, à des risques d'autoritarisme. Il existe toutefois une très grande différence entre la société de 1789 et celle d'aujourd'hui. La France et la Révolution est un royaume très majoritairement catholique, rural, blanc et francophone. Les minorités existaient mais étaient marginales d'un espace public. Aujourd'hui, nous vivons dans une société multiculturelle composée de personnes d'origines différentes et traversée par de nombreux clivages. Je peux citer ici la vague woke, adepte de la théorie du genre, de l'utilisation de l'écriture inclusive ou encore porteuse de la volonté d'inculquer à nos jeunes le principe de ni homme ni femme. Bien que très minoritaire, cette conception a, à mon sens, très particulière de l'être humain. Elle est quand même mondialisée et très active sur les réseaux sociaux. Elle souhaite tout simplement la disparition des valeurs morales qui ont fondé notre pays. Mais la vague la plus importante qui déferle sur nos sociétés est celle d'une immigration incontrôlée, entraînant des dérives religieuses, communautaires et communautaristes au sein même des descendants d'une population qui s'était pourtant intégrée. Avec la loi de 1905, la République a voulu rompre avec la religion, et notamment le christianisme. Si ce tournant laïque était certainement souhaitable, cela n'a pas pour autant répondu aux questions ayant trait au sacré, au divin, à l'au-delà ou encore à la vie après la mort, qui sont des problématiques qui taraudent l'esprit humain depuis la nuit des temps. La nature ayant pour essence horreur du vide, d'autres se sont engouffrés dans cette brèche. Confrontés à une démission des parents, à un manque de respect de l'école de la République, à une diminution abyssale de la maîtrise du français, à une inculture croissante, à la facilité des réseaux sociaux, les prêcheurs de tous bords ont beau jeu de convaincre un public crédule et de les pousser vers un sectarisme intolérable.
Ces clivages culturels ou identitaires sont une réalité indéniable, n'en déplaise à certains, qui, à défaut de pouvoir argumenter, préfèrent traiter de fascistes ceux qui ont le courage de s'en rendre compte. Je suis ni fasciste ni d'extrême droite, j'en suis bien loin. Par contre, j'ai les yeux bien ouverts. J'entends les discours, je constate les dérives. Je suis un maire à l'écoute, comme beaucoup de mes collègues, dans une mairie qui demeure encore un espace respecté par nos concitoyens et qui deviendra peut-être dans notre pays le dernier sanctuaire de notre démocratie. Cette différence de typologie de population est véritablement la grande différence avec 1789. Nous le voyons, nous sommes confrontés à de nombreux signes avant-coureurs d'une transformation en profondeur de nos sociétés. Vers quel scénario va tendre cette transformation? Une transformation écologique radicale, avec une crise climatique qui nous imposerait ses réalités, une révolution technologique au travers de l'intelligence artificielle, avec tous les bienfaits, mais aussi tous les risques qu'elle peut porter, vers une refondation démocratique au travers d'un modèle qui reste toujours à définir. Allons-nous vers une phase d'effondrement partiel ou total de nos sociétés telles que nous les connaissons, avec comme solution de remplacement un modèle dont nous ne voulons pas, ou enfin, doit-on s'attendre à une mutation lente et hybride autour d'une adaptation progressive de nos institutions et de nos règles sociales? C'est ce modèle qui est actuellement en vigueur et qui, tel une digue de papier, risque de ne pas résister à un tsunami social et peut-être surtout sociétal. 1789 a été une rupture brutale d'un système vieux de plusieurs siècles. Elle s'est faite dans le sang et les larmes, mais a permis des transformations que le monde entier nous a enviées. Liberté, égalité, fraternité sont les trois piliers sur lesquels se sont bâties les différentes républiques que notre pays a connues. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, inspirée par la philosophie des Lumières, est un texte fondamental de la Révolution française, mais aussi du monde moderne en général, qui énonce un ensemble de droits naturels, individuels et communs, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. L'article 1er donne le ton. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Sachons nous souvenir que ces principes fondamentaux, qui aujourd'hui sont dans un processus de transformation globale, certes plus diffus, moins centralisé, mais aussi peut-être plus complexe à canaliser. Cette transformation est en marche. Cependant, une question fondamentale demeure. Allons-nous transformer consciemment notre monde ou serons-nous transformés malgré nous? Sujet du bac. La réponse est encore entre nos mains. Sachons nous en souvenir car il est de notre devoir, eu égard à l'œuvre de nos ancêtres et surtout vis-à-vis de nos enfants, de transmettre un monde équilibré, sûr et apaisé. Vive Bormes-les-Mimosas, vive la République et vive la France!